Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bienvenue dans Actu Débat de ce mardi 15 mai de l'an 2016. Comme invité, nous avons Ildefonse Akpaki, 2018 plutôt. Nous avons Akpaki Ildefonse qui est le directeur de publication du journal La Gazette du Golfe. Aujourd'hui, il tient également le journal en ligne qui s'appelle la Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Notre deuxième invité, Junior Atiglo Benou, activiste panafricain. Vous êtes auteur, co-auteur du livre intitulé Le rêve panafricain. Le rêve panafricain. Eh bien, Junior, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropolis. Merci de toujours accepter, ou merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, on commence par vous, Junior. Junior, vous êtes, vous le disiez tantôt, co-auteur du livre intitulé Le rêve panafricain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler du panafricanisme, vu tout le parcours que ce concept a fait et qui n'a pas porté ses fruits de façon effective? Aujourd'hui, je vais pour parler très vite. Le panafricanisme tel que conçu par les pères fondateurs, c'est-à-dire le panafricanisme régionalisé, dont les défenseurs sont le président togolais Sylvanus Olympio, ou un panafricanisme d'ensemble qui a été prôné par Haïlé Sélassié. On ne peut plus aujourd'hui parler du panafricanisme en tant que concept primaire. Aujourd'hui, le panafricanisme qu'on défend est un panafricanisme économique, c'est-à-dire l'intégration des zones économiques. Il faut partir d'un panafricanisme économique pour pouvoir atteindre un panafricanisme politique. C'est tout le combat aujourd'hui, mais malgré ça, il y a encore certains intellectuels, hélas, qui se morfondent dans ce panafricanisme passéiste, c'est-à-dire qui trouvent la gloire de l'Afrique dans son passé, qui n'intéresse pas aujourd'hui trop les jeunes. Donc aujourd'hui, on prône ce nouveau panafricanisme, qui est un panafricanisme rationalisé vers l'économie intégrée. C'est très intéressant quand vous citez le président togolais, l'ancien président togolais Sylvanus Olympio, comme l'un des grands panafricanistes africains. Oui, le président togolais Sylvanus Olympio est un panafricain, mais il y avait un point de discorde avec le président ghanéen Kwame Nkrumah, puisque Kwame Nkrumah lui prônait le panafricanisme unifié, unitaire. Alors que le président Sylvanus Olympio, le Togolais, mon compatriote, lui prônait un panafricanisme régionalisé. Alors, lui, sa théorie, c'est de partir des régions pour pouvoir faire un ensemble. Alors, je m'explique. La CEDEAO, par exemple, aura une région unique, la CEMAC aura une région unique, et la région arabe aussi aura une région unique. Mais, on a vu que cette stratégie-là ne pouvait pas passer, puisque il y a encore des ethnies qui appartiennent à la fois à deux régions économiques. Par exemple, on prend les Bantous. Les Bantous, ils sont à la fois dans la zone CEMAC et à la fois dans la zone orientale. Il y a les Bantous bien en République démocratique du Congo, il y a les Bantous au Kenya, il y a les Bantous en Ouganda. Donc, on avait vu que ce format qu'il avait proposé aussi ne pouvait pas aussi marcher. Donc, aujourd'hui, le travail de l'élite africaine, c'est de trouver cette forme de panafricanisme qui va allier à la fois les intérêts économiques, les intérêts politiques et les intérêts monétaires. Parce qu'aujourd'hui, la question monétaire, je ne vous l'apprends pas, monsieur Elie, est une question qui est d'une véhémence que je ne peux présenter ici. Donc voilà la nouvelle ligne panafricaine dont on défend. Eh bien, il y a quelques jours, le Togo célébrait le 58e anniversaire de son indépendance. Ildefonse Akpaki, aujourd'hui, après avoir célébré cet anniversaire d'indépendance, on se pose toujours la question si véritablement les pays africains sont indépendants, vu la pression économique que nous subissons, dont parlait tout à l'heure d'ailleurs Atiglo. Je fais remarquer que on devait normalement parler d'une indépendance dans sa forme normale si on n'a pas l'indépendance économique. Vous savez, aujourd'hui on nous dit que, c'est un exemple que je prends, que le franc CFA est frappé non pas dans les pays francophones mais en France. Et que la France qui est demeurée ce colonisateur, ce colon, a toujours une grande partie et puise d'ailleurs dans le réservoir africain, surtout francophone, beaucoup de richesses. Alors,
pour rejoindre Junior sur ce qu'il a dit par rapport au panafricanisme et en l'actualisant aux réalités, nous ne pouvons parler d'un réel panafricanisme que lorsqu'on laisse les pays avoir une autonomie financière comme Feu Sylvanus Olympio l'avait voulu et que cela n'étant pas du goût de la France, paf, un 13 janvier, on l'a ôté la vie. Il en est de même quand vous parcourez un tout petit peu l'histoire africaine. J'ai suivi une émission sur cette histoire de l'indépendance économique des États africains qui m'a donné une idée de ce que lorsque vous êtes un leader africain et que vous voulez opter pour une monnaie locale, c'est-à-dire une monnaie nationale, lorsque sincèrement vous êtes un pays francophone, la France le voit toujours d'un mauvais œil et on vous ôte la vie. Mais je crois que la bataille doit être beaucoup plus accentuée sur cette indépendance économique que les États africains, surtout francophones, doivent avoir pour aller de l'avant. Je le dis parce que lorsque vous avez cette force financière, vous êtes autonome, vous êtes indépendant et vous pouvez vous offrir, comme vous le voulez, des leaders que vous voulez. Sans cela, vous êtes toujours sous la coupole de la métropole. Eh bien, Ildefonse Akpaki, aujourd'hui, les pays africains sont partagés entre ce vouloir ou ce désir d'être indépendant économiquement et les problèmes socio-politiques. Au Togo, ici, c'est la question des réformes qui se pose essentiellement. Et depuis un certain moment, on note un certain immobilisme des actions politiques qui tentent à résoudre cette crise de réforme. Je voudrais, avant de terminer, avant de répondre à votre question, là, lever un équivoque sur une information, une nouvelle qui a pendant longtemps marqué l'histoire togolaise par rapport à la création de la CEDEAO. Moi, je me suis rappelé, je me rappelle encore aujourd'hui, que quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui passait, une chanson d'animation. Il y a des mains de Soussou, Sokbo, Nigeria, d'Asiledio, C'était une fausse chanson. Parce que la création de la CEDEAO, c'était à l'initiative de Sylvanus Olympio et de Belawa Tafala, qui était l'ancien président du Nigeria. Alors, cet équivoque vaut son pesant d'or parce que nous ne pouvons pas travestir l'histoire. Il faut restituer l'histoire telle qu'elle est. Feu le général Eyadema n'est pas l'auteur de la création de la CEDEAO. Mais l'État joue du principe de la continuité. Non. Celui qui, ou ceux qui ont conçu, ceux qui ont eu l'idée, c'est Feu Sylvanus Olympio du Togo et Feu Belawa Tafala du Nigeria. Ce n'est qu'après que, quand le coup d'État est intervenu en 63, qu'on a commencé depuis 63 par falsifier l'histoire du Togo. Je voudrais lever cet équivoque-là avant de vous répondre. Pourquoi l'immobilisme au Togo? Vous savez, il y a une chose qui a toujours gangréné et qui continue toujours par gangréner le Togo. Vous savez que si les hommes politiques togolais sont animés d'une bonne volonté, de la volonté politique, vous pensez qu'il y aura immobilisme? Moi, je ne pense pas. Il faut toujours une volonté. Quand je fais, c'est à travers cela que le petit français a dit vouloir, c'est pouvoir. Tant que vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas le faire. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'immobilisme dont vous faites allusion dans le cas togolais, moi j'ai toujours martelé, et je martèle que tant que ceux qui ont pris ou capté le pouvoir depuis une cinquantaine d'années sont dans la logique de pérenniser au pouvoir, de ne pas donner la chance à d'autres citoyens togolais de venir faire l'exercice du pouvoir d'État, et que depuis 1963, l'armée togolaise, dont la première mission régalienne, qui devait être normalement la protection de l'intégrité territoriale,
Lorsque cette mission régalienne a été détournée pour protéger un régime établi par la force, on ne peut rien. Il faut juste constater l'immobilisme. Vous savez, toutes les manifestations auxquelles nous avons assisté depuis bientôt 6 ou 7 mois, lorsque vous voyez l'engouement dans tout le pays, vous devez savoir que les populations veulent vraiment que ça change également au Togo. Prenez les 16 États de la CEDEAO, puisque nous sommes aujourd'hui dans le panafricanisme. Bien sûr. Prenez les 16 États. Faites la remarque si, à part le Togo, les 15 autres États n'ont pas connu d'alternance jusque-là. Qu'est-ce que nous avons fait au Togo pour qu'aujourd'hui, l'immobilisme dont vous faites cas aujourd'hui, l'immobilisme, cet immobilisme-là, qu'on le vit chaque fois. Pour vous, cet immobilisme est la résultante du manque d'alternance au Togo? J'ai parlé de la volonté politique. J'ai parlé du fait que ceux qui ont capté le pouvoir depuis 1963 ne sont pas dans la logique de l'alternance. Ils sont dans la logique de conservation du pouvoir. Maintenant, ils conservent le pouvoir parce qu'ils ont une protection de ce que nous appelons les forces armées togolaises. Les preuves sont là, bien palpables. Vous avez vu ce qui s'est passé le 13 janvier 1963. Vous avez vu ce qui s'est passé un 3 décembre 1992 ou 93. Vous avez vu ce que nous avons qualifié à l'époque de gangstérisme d'État, où les membres du Haut Conseil de la République, durant la transition, ont été pris en otage par qui? Par les forces armées. Vous avez vu les assassinats des citoyens togolais dans la lagune de Baie. Vous avez vu en 2005 les urnes qui ont été volées par qui? Vous avez vu la dernière fois des militaires qu'on a encore fait sortir. Les exemples sont légion et bien palpables dans la mémoire collective. Et tout ça est fait pour conserver, vaille que vaille, le pouvoir d'État. Junior, à l'indépendance, les pays africains se sont donné le devoir donc d'être les maîtres de leur destin, de gérer leurs jeunes États. Mais quelques années plus tard, on a constaté que ces pays africains sont tombés dans une déchéance démocratique. Des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là. Aujourd'hui, on subit cette déchéance démocratique depuis des années 80, des années 60. Les pères indépendantistes ont-ils échoué? Avant de rentrer dans votre analyse, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire le confrère. Il a parlé d'immobilisme et de volonté politique. Alors, particulièrement au Togo, ce qui me déplaît un peu, quand on parle de volonté politique, on peut dire que chacun a la volonté politique, mais le principal problème, c'est que les acteurs politiques ne se respectent pas. Là, il faut le dire clairement. Les acteurs politiques ne se respectent pas. Ils ne se respectent pas. C'est-à-dire? Et ils ne se respectent pas, je donne l'exemple. Quand vous organisez ce que les Ghanéens étaient venus faire la fois passée, on a parlé de dialogue. Vous organisez un dialogue et là, il y a le pouvoir qui est campé sur une position et l'opposition qui, malgré tout le monde sait l'illégitimité de ce pouvoir en place, a voulu faire des concessions et qu'après, par un flou, personne n'a rien compris, ils se sont séparés. Là, je le dis clairement, il n'y a pas les acteurs politiques. Les acteurs politiques ne se respectent pas au Togo. Deuxièmement, ce qui se passe aussi, c'est que quand vous prenez l'opposition aujourd'hui dans sa composition très simple, vous savez, la politique, je ne sais pas, je n'ai rien à apprendre aux opposants togolais. Mais le problème, c'est que quand vous prenez les opposants politiques aujourd'hui au Togo, ils ne peuvent pas s'asseoir et défendre le programme de Faure Gnassingbé. Or, il est clair qu'un opposant qui n'arrive pas à défendre le programme de son adversaire n'est pas compétent. C'est ça le problème. Je suis désolé de le dire. Maintenant, pour rebondir sur la question des États africains, je pourrais qualifier ça de la théorie des 2 ou 3 légitimités de Max Weber. Vous avez dit, depuis les indépendances, on n'a pas réussi à faire l'alternance démocratique. C'est comme dire si nous avons des États. Aujourd'hui, le Togo n'est pas un État. C'est comme dire, c'est pas tout ce qui a un hymne, un drapeau et un territoire qu'on appelle État. Je suis désolé. C'est comme dire, c'est tout ce qui a 2 bras et 2 mains est un bébé.
alors une chèvre aussi est un bébé. Voilà la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des États, nous sommes des conglomérats territoriaux que les colons ont falsifié, tout ça pour leur intérêt. Et la question est d'autant plus inquiétante que on a parlé de se pérenniser au pouvoir. Ça tient plutôt de la théorie des 3 ou 4 légitimités. Je rebondis sur ça. Il y a la légitimité historique. La légitimité historique, ça tient plus de l'histoire récente du pays. On parle aussi de légitimité traditionnelle dans certains cas. Je prends l'exemple d'un pays africain, par exemple de l'Ouganda. Quand vous voyez en Ouganda, il ne faut pas qu'on soit surpris au Togo. On n'est pas le premier pays à vivre cette situation. Je suis encore une fois désolé. Quand vous prenez l'Ouganda, vous prenez le roi Mutesa, il a été renversé par un coup d'État. Idi Amin Dada, il a été renversé par un coup d'État. Et on voit aujourd'hui le Yoweri Museveni qui a récemment fait modifier la constitution juste pour encore se maintenir au pouvoir. Quand on parle de la légitimité traditionnelle de tous ces pays, on voit que la succession a été toujours soit par un coup d'État, soit par une armée rebelle, et ça continue. Et la deuxième forme de légitimité, la légitimité législative qui tient plus des lois. Et là, on a tendance souvent à le confondre avec la légitimité, on le confond avec la loyauté. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, le problème togolais, on s'en va le chercher dans la constitution de 92, dans des problèmes de rétroactivité, d'immédiateté constitutionnelle. Il y a des juristes aussi que je vois de manière dommage qui se morfondent dans cette question-là. Mais là n'est pas la question, tout est question de légitimité. Le confrère vient de le rappeler, les conditions dans lesquelles ce pouvoir est arrivé, ce régime est arrivé au pouvoir. Et la troisième forme de légitimité, ça tient plus de la légitimité morale. Là, je prends l'exemple sud-africain, on prend un personnage comme Nelson Mandela qui est considéré aujourd'hui comme un héros. Donc, quand vous jumelez toutes ces 3 sortes de légitimité, on est en droit de constater que ce qui se passe au Togo comme partout en Afrique, je cite aussi le Gabon, où Ali Bongo aussi par des soubresauts politiques fait tout pour se maintenir au pouvoir. Le Togo n'est pas le seul pays dans la situation là. Et si les pays africains n'ont pas réussi depuis les indépendances à avoir une stabilité, c'est pour la plupart parce qu'ils ne sont pas des États, mais qui sont des fabrications territoriaux qui découlent le plus souvent de la conférence de Berlin. Eh bien, Ildefonse à Paki, on revient beaucoup plus au fond au Togo, avec, nous parlons tout à l'heure de l'immobilisme, des manifestations encore annoncées au niveau des partis politiques, notamment au niveau de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement. Certaines de ces manifestations sont encore interdites par le ministère de l'administration territoriale. Non, on est habitué à ces genres de choses. Mais je voudrais rebondir sur 2 choses. Lorsque je nous parle du fait que les acteurs politiques ne se respectent pas, les 2 bords ne se respectent pas, je voudrais qu'ils fassent une analyse minutieuse de ce qui se passe au Togo depuis quelques années, où ceux qui incarnent les rênes du pouvoir d'État togolais pensent qu'ils sont les tout-puissants, et que ceux qui sont de l'opposition, ne sont pas considérés. 2 exemples. L'irrespect des dirigeants togolais envers les acteurs politiques de l'opposition. Je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous faites de quelqu'un un chef de file de l'opposition et qui a rang de président d'une institution de la République, avec tout ce que cela donne comme précepte, que ce dernier se fonde sur un courrier, comme la loi le lui autorise, et qui envoie un courrier au chef de l'État parce qu'il y a une crise. Et pour régler la crise, les 2 sommités doivent se rencontrer, parler et voir dans quelle mesure il faut essayer de traiter la crise et lui apporter des solutions qu'il faut. Je parle des réformes. 2 courriers du chef de file de l'opposition au chef de l'État qui n'ont jamais eu de suite. Alors, maintenant, lorsque les sociétés d'État
fonctionnent comme des sociétés privées et que le même chef de file de l'opposition qui a rang de président d'une institution envoie un courrier conformément aux articles 11 et 12 du statut de l'opposition au Premier ministre pour en savoir comment sont gérées les sociétés d'État, parce qu'il y en a tellement qui ont disparu sans que des audits ne soient faits pour situer l'opinion publique. Nous ne sommes pas dans une pocherie, nous sommes dans une république, et quand vous prenez l'article 1er de la Constitution togolaise, vous saurez que la république, on l'appelle République togolaise. Et il faut la reddition des comptes. Lorsque ce dernier se jette conformément à ces deux articles 11 et 12 pour savoir comment fonctionnent ces sociétés d'État et qu'il y a un silence plat et qu'aujourd'hui, je dirais par alchimie ou par je ne sais pas quoi, c'est la justice française qui demande des comptes à un sociétaire qui prend maintenant la gestion de l'économie du pouvoir togolais qu'il doit gérer pendant 35 ans. Quel est ce respect-là qu'on en donne? J'en viens. Vous avez parlé tout à l'heure, je vous ai écouté. Écoutez-moi. Maintenant, lorsque nous parlons du peuple, vous savez, pour se donner une constitution, il faut consulter ce qu'on appelle le peuple. Bien sûr. Alors, le 5 février 2005, quel peuple a-t-on consulté pour que dans une nuit, on passe du ministre au député, du député au président de l'Assemblée et du président de l'Assemblée au président par intérim de la République togolaise. Or, dans la pratique parlementaire, la loi oblige que lorsque vous prenez l'article 144 de la Constitution togolaise, cet article dit, en période de vacances, en période intérimaire, vous ne pourrez jamais toucher à la Constitution. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a plus de chef d'État. Et quand vous êtes à l'Assemblée nationale, lorsque vous vous réunissez, lorsque vous adoptez la loi là, quand vous finissez d'adopter la loi passe chez le chef de l'État qui doit normalement, à l'espace de 15 jours, promulguer cette loi avant que cette loi ne sorte dans le journal officiel pour devenir une loi régissant l'État. En 2005, quel chef d'État était là pour que le passe-passe qu'il y a eu, où des gens sont passés de ministre patati patata, et qu'on a changé d'ailleurs l'âge qui était de 45 ans, qu'on a ramené à 35 ans, qui a donné cette chance-là à l'actuel chef de l'État de faire ce qu'il doit faire pour devenir un bénéficiaire de coup d'État constitutionnel. Quelles ont été les démarches entreprises conformément à la loi? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parlera de respect de respect de, mais ceux qui doivent être les bons exemples, et qui d'ailleurs, selon la loi fondamentale togolaise, sont les garants du respect de cette loi fondamentale et des autres textes. Aujourd'hui, ils sont les premiers violateurs. Qu'est-ce qu'on en dira? Pas le problème. Eh bien, Ildefonse Apaki, lui, il épargne l'opposition, les leaders de l'opposition, en estimant que le bon exemple doit venir plutôt de ceux qui gouvernent. J'ai écouté ce qu'il a dit, je voulais réagir, il m'a interrompu Vous n'avez pas la police? La police, ouais, c'est lui qui je n'en disconviens pas. Voilà, il a dit quelque chose qui m'a un peu touché, c'est que il parle de république. Et il n'est pas le seul. Beaucoup d'intellectuels aujourd'hui défendent corps et âme, bec et ongle aujourd'hui le concept de république. Mais il faut voir dans les États, la plupart des États africains francophones, qui a le statut de république. D'abord, on parle d'État togolais. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler d'État togolais. Quand vous prenez la connaissance occidentale qui nous a inculqué ce système étatique, on dit d'abord que ce sont des sociétés qui, par un contrat social, adhèrent à une société organisée qu'on appelle État. Aujourd'hui, il faut se poser la question si
nous, société africaine, nous avons adhéré à ce contrat social. Il y en a Le pas. contrat social, ça se résume par le fait qu'on a accepté d'avoir une constitution qui définit le fonctionnement de l'État. Voilà, on parle de constitution, mais je dis, le système républicain est un système importé. La France est une république et c'est un système importé. Les démocraties néolibéraux ont voulu créer un système socialiste, en l'occurrence l'Ukraine, la Serbie, les pays de l'Est Yougoslavie, ils ont proposé un système de type socialiste. Eux aussi, ils ont échoué. Pour la simple raison que, ce que je veux faire comprendre aux gens aujourd'hui, un système politique ne s'importe pas. Quand vous importez un système politique, il est clair que vous allez échouer. Le Togo n'est pas le seul exemple. Vous allez au Gabon, Ali Bongo, il fait quoi là-bas? Vous allez au Tchad. Récemment, le président tchadien, Idriss Déby, il a fait modifier la constitution. Il n'y a même pas de premier ministre. On voit aujourd'hui au Tchad, c'est une compression du pouvoir exécutif. Il n'y a même pas de premier ministre au Tchad aujourd'hui. Quand vous allez au Cameroun, Paul Biya, il fait quoi? Il fait plus de 30 ans de mandat. Le Cameroun, depuis les indépendances, n'a connu que 2 présidents. Ce que je veux faire comprendre aujourd'hui aux auditeurs, c'est que le Togo n'est pas le seul dans cette situation. N'en déplaise, que je suis togolais, je veux que la situation togolaise se décante, mais je veux leur faire comprendre qu'il y a des analyses qu'on fait de manière un peu trop superficielle, hélas. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui on peut se poser la question, est-ce que le Togo est un État? Est-ce que le Togo est une république? C'est une nation. Loin de la nation, parce qu'une nation, c'est un ensemble de langues, de cultures uniques. Mais vous avez vu qu'au Togo, on a plus de 50 langues. Au Cameroun, on en a plus de 300. Vous voyez déjà que là, il y a déjà une désuétude de la notion même de l'État et de la notion de la République. Quand on prend la République dans sa définition latine du res publica, la chose de tout le monde. Aujourd'hui, le Togo est tout sauf la chose de tout le monde. On sait bien ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Donc, c'est ce que je veux faire comprendre aujourd'hui aux gens. Il faut qu'on arrête de crier les valeurs républicaines parce qu'on n'est pas une république et que la république est un système politique importé et que ça ne peut pas s'appliquer aujourd'hui en Afrique. Il faut qu'on fasse des réflexions un peu plus profonde pour analyser les problèmes africains, pas seulement le problème togolais. En mettant dans cette analyse des éléments sociologiques. En mettant dans cette analyse des éléments non seulement sociologiques, mais anthropomorphiques. Et c'est de là même que va partir l'élan de cette nouvelle Afrique qui va gagner. Eh bien, on a l'impression que Junior voudrait dire que les Africains ne sont pas aujourd'hui prêts pour une certaine démocratie. Quand on parle de république, on parle de démocratie. Est-ce qu'aujourd'hui, en analysant la situation, en analysant cette situation d'immobilisme, cette situation de guerre sociopolitique, la démocratie est-elle vraiment possible en Afrique? Vous savez, je ne suis pas un homme politique, mais j'ai pu comprendre certaines choses. La France voulait faire du Burkina Faso quelque chose. Mais lorsque le peuple burkinabé à un moment donné s'est donné une idée de ce que la métropole voudrait qu'il soit, il y a eu soulèvement de ce peuple. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire que ce n'est pas le peuple qui a conféré le pouvoir à l'actuel président burkinabé. Je le dis parce que quand on me dit que tout ce que nous appelons par république est importé, oui. Mais faut-il partir de quelque part? Avant qu'on ne soit ce que nous sommes aujourd'hui, on nous a dit qu'il y avait le zinjanthrope, on nous a dit qu'il y avait l'homo sapiens, on nous a dit, c'est-à-dire que c'est une étape. Et bien si aujourd'hui, on hérite de quelque chose, on hérite quelque chose de quelque part, c'est à nous. Peut-être il le dit si bien sans que je le comprenne, c'est à nous de donner une idée à notre État. Nous avons parlé de république, et qui parle de république doit forcément parler d'une constitution. On nous dira que les constitutions, nos constitutions, et la nôtre d'ailleurs, est une constitution importée. Oui, on peut adapter notre constitution à nos réalités. C'est à nous. Bon, maintenant, lorsqu'on se rend compte que d'un côté,
il y a un groupe qui veut imposer, je suis d'accord qu'on dit la res publica, parce que la chose à nous tous. Mais voilà que, d'un côté, il y a des gens qui ont la force de dire aux autres, c'est nous et non vous. C'est de cela que moi je parle. L'immobilisme arrivera et sera toujours lorsque il y a un penseur qui vous dit que tous les hommes sont égaux, lorsque parmi eux, il y a certains qui ont des armes à la main. Est-ce qu'on est encore égaux quand toi tu as des armes dans tes mains et que moi je suis menu? Non. Je suis d'accord qu'il faut adapter aux réalités togolaises ces réalités-là. Mais il faut toujours partir de quelque part. Si aujourd'hui on se rend compte que nos constitutions et tout ce que nous avons aujourd'hui sont importés, alors qu'est-ce que nous attendons pour adapter maintenant aux réalités togolaises ce qu'il faut? Qu'est-ce que nous attendons? C'est de cela qu'il est question. Moi je dis que dans le cas togolais, lorsqu'on parle d'immobilisme, vous avez posé la question tout à l'heure en disant que Ildefonse trouve que les opposants sont exemples de certaines erreurs. Je vous ai donné des exemples bien palpables, des choses que je n'ai pas inventées. Dites-moi, au Togo, et là, je rentre dans une autre étape, où la justice togolaise, sur un plan purement politique, n'est plus une justice juste. Elle est devenue un instrument de règlement de compte. Deux exemples. Depuis un certain moment, on a entamé des réformes de la justice togolaise. Non, ce n'est pas de badigeonner les murs, c'est la mentalité. C'est de dire aux juges togolais d'avoir de couilles. Deux exemples. Le professeur Kokoroko se fait interpeller par le SRI. Son avocat prend la convocation, se rend chez le procureur de la République. Le procureur dit qu'il n'a jamais été au courant de ça. Or, ce service... Professeur Dossier ou professeur Kokoroko? Non, c'est le professeur... Vous voulez parler du professeur... Iou, voilà. Iou. Et il se rend compte que celui qui est le directeur des enquêtes qui devait normalement donner mandat à ce service-là, il n'est pas au courant. L'avocat crie, je suis allé rencontrer le procureur de la République dans cette affaire-là. C'est ce qu'il m'a dit. Premier exemple. Le deuxième exemple. Lorsque vous prenez l'affaire Pascal Bodjona, où depuis le début, on a dénoncé des irrégularités. Depuis le début. Et la justice, ou ceux qui incarnent cette justice-là, savent réellement que ce que le collège des défenseurs, ou bien de Pascal disent, ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Mais on a condamné la personne. Il a fait un certain nombre de temps, d'abord à la gendarmerie, puis après la prison civile de Mouché, et par enchaînement, on dit encore, et là, c'est encore grave, hein. Il fait appel. La loi dit, ce n'est pas 2 ans après qu'on lui dira, il faut revenir. Mais la loi parle d'un certain nombre de jours, pas 2 ans, mais 2 ans après, on ressuscite l'affaire. Mais attends, c'est juste pour vous dire que lorsque nous parlons d'immobilisme, surtout dans le cas togolais, il y a beaucoup de choses qui interviennent. J'ai été très heureux d'écouter le ministre Bawara au sujet de l'affaire Bolloré. Il parlait de la présomption d'innocence. Et quand il a fait cas à la présomption d'innocence, pour le cas de Bolloré, mais j'ai crié, j'ai eu des larmes aux yeux. Vous savez pourquoi? Il y a eu une affaire d'État dans notre pays. Le ministre Bawara était toujours au gouvernement. Quand on a brûlé les marchés du Togo, ceux qui ont été gardés pendant 5 ans dans les geôles de la prison, ou de nos prisons, puisque après on les a partagés dans les prisons
c'est des gens qu'on a appelés présumés auteurs. C'est-à-dire que jusque-là, leur responsabilité n'est pas clairement établie comme l'article 18 le dit. Mais j'ai été malheureux de constater qu'on n'a pas fait preuve de la présomption d'innocence en accordant une liberté provisoire à ces derniers. Mais ils ont écroué pendant 5 ans. C'est de cela qu'il faut parler dans le cas togolais. Pour vous dire que ceux qui ont aujourd'hui la manette de l'État togolais en main, certes, ils ont tous les pouvoirs, mais il ne faudrait pas qu'ils oublient que c'est le peuple qui, normalement, devait faire en sorte qu'il soit là-bas. C'est pourquoi, quand je parlais tout à l'heure... Il y a eu des élections quand même. Frauduleuse, s'il te plaît. C'est votre analyse. Non. Je me suis toujours dit, la loi électorale togolaise, en son article 8, est claire. Toutes les décisions doivent venir de la plénière. Et c'est la plénière qui est souveraine. Article 8 du code électoral togolais. Où est-ce que M. Tafa Tabiou a trouvé ses résultats sans que son premier vice-président et les autres n'ont pas? Mais pourquoi dans le même temps où il dit il y a réunion plénière pour qu'on décide des résultats provisoires qui venaient d'ailleurs à compte-gouttes, pourquoi dans le même temps où il demandait aux autres de s'apprêter pour la réunion, il se trouvait, il n'a pas le don d'ubiquité à ce que je sache. C'est ça les réalités togolaises. Et c'est tout ça là qui constitue l'immobilisme au Togo. Respublica, oui, mais Respublica ne dit pas, lorsque j'ai les forces qu'il faut, il faut que je piétine les autres. Eh bien, l'essentiel, c'est que nous puissions arriver donc, au Togo à réformer l'État togolais, à réformer le fonctionnement de l'État. Voilà pourquoi d'aucuns parlent de réforme, d'autres parlent du retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Le débat continue toujours d'être animé sur les plateformes, d'être animé dans les états majeurs des partis politiques. Île-de-France a acquis des manifestations, je le disais tantôt, de l'opposition de la C14 ont été interdites. Et aujourd'hui, la C14, ce week-end, le week-end dernier, des partis politiques de cette coalition ont été sur le terrain, expliquer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de choses donc, à leurs militants et sympathisants. Donc on pense que la C14 semble s'engager dans une course électorale déjà. C'est leur problème, hein? Moi, c'est pas politique. J'ai fait une analyse par rapport aux manifestations. Oui, à un moment donné, les manifestations, on secoue un tout petit peu le régime togolais. Oui, on a trouvé un vilain prétexte de dire qu'au dialogue, on a décidé de suspendre les manifestations et on a pris cet argument farfelu dans un premier temps pour interdire les manifestations de l'opposition. Et quand le facilitateur a dit, parce que le pouvoir semblait dire, vous avez pris langue devant le facilitateur, et quand lui, il a appris, saisi par les responsables de la C14, il dit, mais moi, je n'interdis pas les manifestations chez moi au Ghana, comment vais-je interdire les manifestations ailleurs? Alors maintenant, le langage du gouvernement a changé un tout petit peu. Et ce qui est un tout petit peu bizarre, et qui prouve d'ailleurs, parce que moi je l'ai dit la dernière fois, je le dirai, qui prouve que le gouvernement est une fois encore dans la dynamique de diviser pour régner, c'est que le ministre de l'administration prend un vilain prétexte de dire que les riverains l'ont saisi par rapport au fait que leurs activités... Les activités de ces riverains, dit le ministre, ne sont plus en bon état quand on organise ces marches. Ces riverains sont vraiment dérangés. Vous êtes... je vous demanderai, si c'est que c'était moi qui avais la police, je vous demanderai si vous partagez cet avis du ministre, parce que je me dis que s'il faut déloger, parce que les riverains, d'une partie, on dit nos activités ne sont plus comme avant. Maintenant, là où on envoie les gens,
Ceux qui sont là-bas ne sont pas citoyens togolais. Mais la réalité, c'est que les marches ont fait perdre 40% des recettes de l'État. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai écouté le ministre, j'ai souri. Parce que je connais des voies qui sont actuellement en train d'être bitumées. Et pendant des mois, on ferme. Ceux qui sont là-bas, ils ont des boutiques qu'on a fermées. Ça fait des mois. Je trouve un peu bizarre que passer pour quelques minutes et bloquer toute une voie pendant des mois, je ne suis pas... Je comprends pas. J'aurais préféré qu'on prenne d'autres arguments parce qu'on sait très bien que les marches dérangent. Pour plusieurs raisons. Mais moi, je ne suis pas politique. Mais je me dis que je suis citoyen togolais. Et quand le ministre de la République du Togo veut interdire quelque chose et ne se base pas sur un argument fort, parce que ailleurs, quand vous direz que votre ministre a dit, ceux-là nous ont contactés pour dire que nos activités sont bloquées et nous avons demandé aux organisateurs d'aller ailleurs, ils vous diront, est-ce que vous êtes dans le même état? Ceux qui ont saisi et ceux vers qui on envoie, ne sont-ils pas des citoyens de même état? Et ça fait partie aussi de ce que nous disons, diviser pour mieux régner. En tout cas, c'est votre analyse. Junior, la communauté internationale s'invite dans le débat togolais. La communauté internationale, les organisations régionales tentent donc de trouver, avec l'accord bien sûr des acteurs politiques togolais, des solutions à notre crise. La communauté internationale aujourd'hui, on a l'impression que c'est elle qui donne, c'est elle qui joue les cartes des grandes décisions dans les pays, des grandes décisions politiques dans les pays africains. Évidemment, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et au Togo, comme un peu partout en Afrique, ils ont besoin des victoires politiques. Et j'aimerais juste rappeler une chose. Quand le confrère a parlé du Burkina et a dit que c'est le peuple qui a fait sortir Blaise Compaoré du pays et qu'il n'y a pas eu d'intervention internationale, ça me donne un peu le sourire aux lèvres parce que la diplomatie internationale aujourd'hui est cloisonnée aussi par le fait que les populations ont un rôle de motricité. Parce que, vous savez, il y a 4 niveaux dans nos sociétés dites républicaines en Afrique, parce qu'elles ne sont pas des républiques. Il y a d'abord le bas peuple, ou le peuple. C'est n'importe qui que vous rencontrez dans la rue, le monsieur X qui va acheter quelque part, le citoyen lambda. Et ça, c'est la force motrice. Alors, à un deuxième niveau, vous avez l'élite économique, et c'est l'élite des riches. Et c'est souvent la force exploitatrice ou conservatrice. Et qu'est-ce qui se passe? On constate en Afrique que c'est l'élite économique là qui est au pouvoir, alors que normalement ce devrait être l'élite intellectuelle. Parce que au troisième niveau, c'est l'élite intellectuelle ou idéologique. Et c'est l'élite qui crée, c'est l'élite créatrice. Mais en Afrique, pour la plupart des pays africains, quand je prends le Gabon, quand je prends le Kenya, quand je prends le Togo, vous prenez le Kenya, c'est Uhuru Kenyatta, ce sont des gens qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Faure Singbe, ce sont des gens qui sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Donc c'est l'élite économique qui est au pouvoir. C'est ce qui fait que on a parlé tout à l'heure des affaires judiciaires ou la justice africaine qui ne fonctionne pas, des emprisonnements. Avec le cas Bolloré. Le cas Bolloré. Tout ça, ce sera répétitif tant que l'élite économique sera au pouvoir. Et c'est le cas au Togo, c'est l'élite économique qui est au pouvoir. Et à la fin, on trouve l'élite militaire ou la milice qui est l'élite réalisatrice. Donc ce sont ces 4 niveaux, c'est le bas peuple, l'élite économique, l'élite intellectuelle et l'élite militaire. Et qu'est-ce qu'on constate encore en Afrique? C'est que l'élite militaire est avec l'élite économique. Et souvent, l'élite intellectuelle ou idéologique qui devrait impulser le développement là à l'élite. Une certaine vision. Une certaine vision à l'élite économique et au peuple. Souvent, ils sont là à rigoler de l'élite militaire. Ça se passe dans nos pays, au Togo. À rigoler de l'élite militaire, alors que ce ne devrait pas être le cas. Il doit y avoir normalement une coopération entre ces 4 niveaux-là. Et c'est ce qui devrait permettre à nos républiques, dites républicaines, de fonctionner. Et Junior, quand vous rebondissez tout à l'heure sur le fait que
c'est pas le peuple qui a décidé du départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Vous estimez que la France ou la communauté internationale avait le dernier mot? J'ai pas dit que c'est pas le peuple, j'ai dit que c'est pas que le peuple. Parce que dans cette situation, surtout dans la situation qui s'est présentée au Burkina, c'est suite à un vote au Parlement que le peuple a dit non, ça ne pouvait pas passer parce que Blaise Compaoré voulait modifier la constitution pour pouvoir encore briguer un autre mandat. Et c'est là où le peuple a dit non, ça ne pouvait plus passer. Selon vous, si c'était le peuple qui était le seul acteur du départ de Blaise Compaoré, croirez-vous que Blaise Compaoré aurait pu fuir Ouagadougou en plein jour? Croirez-vous ça? Et qu'il a eu un exutoire politique, notamment il a eu même aujourd'hui une nationalité ivoirienne, il passe des beaux jours à Abidjan et à Msokro, il n'est pas du tout inquiété, il peut voyager en France, il peut voyager à Dakar. C'est-à-dire qu'il a été lâché par la France? Non, pas qu'il a été lâché par la France. La France a vu un moment, la France a compris un moment. Vous savez, en Afrique, on est encore dans l'émotivité. Et c'est ce qui fait que le débat politique dans la plupart de nos pays africains francophones est encore à un niveau très bas. On est encore dans l'émotivité, on n'est pas dans ce clic de vision-là, dans cette réelle politique. Nous sommes toujours dans l'émotivité. La France n'a pas lâché Blaise Compaoré. La France a compris un moment que s'il continuait à soutenir Blaise Compaoré, le bain de sang continuait. Parce qu'il y avait eu jusqu'à 3 bains de sang. Je me rappelle du 9 juillet 2014-2015, je ne sais plus trop. Il y avait eu déjà 2 bains de sang. Et si la France continuait et voulait mettre encore Blaise Compaoré, parce que la veille du départ de Blaise Compaoré, rappelez-vous, Blaise Compaoré avait donné une conférence de presse dans laquelle il disait que toutes les parties seront écoutées. Or, le peuple attendait sa démission. Et ce n'est que le lendemain, sans donner de conférence de presse, et là, cette fois-ci, qu'il a fui les rues de Ouagadougou. Donc, il faut comprendre là qu'il a été même exfiltré par l'armée française. Tout ce que je veux faire comprendre aux gens aujourd'hui, c'est que si même le peuple est la force motrice qui peut décider aujourd'hui ou demain qu'un dictateur ou pas reste au pouvoir, il y a des conciliabules, il y a des conjectures internationales qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'on a créé la Chambre africaine de l'Élysée, sinon il n'y aurait pas une Chambre africaine à l'Élysée. Voilà. Eh bien, Ildefonse Akpaki, le Togo, dans la situation actuelle, fait recours bien sûr à la diplomatie internationale. Togo, debout, a réagi donc contre une déclaration du groupe G5 au Togo. Et je voudrais partager avec vous très rapidement ceci. On dit donc que pour maître Raphaël Pandé-Adjaré, docteur David Dossé et leurs collègues qui sont allés transmettre ce jour un courrier au chef de la diplomatie allemande accrédité au Togo, Alexander Sanders, le schéma électoraliste que vous proposé aux Togolais dans les conditions actuelles reste fort intenable, dangereux, voire suicidaire. Ildefonse Akpaki, depuis le début de cette crise, Emmanuel Macron, le président français, avait donc souhaité qu'on puisse donner voix au peuple pour s'exprimer sur pour décider donc de ces réformes, décider de l'alternance et de tout ce qui y viendra avec. Aujourd'hui, on voit que le G5 reste également dans ce schéma de proposition, d'appeler donc le peuple et les acteurs politiques à aller aux élections. Togo debout conteste. Est-ce que Togo debout a contesté? Il faut faire une lecture minutieuse de ce que Togo debout a dit ou bien de l'acte posé par Togo debout. Qu'est-ce qui est à l'origine des crises au Togo? Moi je réponds, ce sont les élections. Est-ce que nous sommes en crise au Togo? Je réponds également, si. Alors, qui est-ce qui a... Là, je reviens sur une question que je t'avais posée il y a quelques semaines ici. Qui est-ce qui a voulu le dialogue et pourquoi? Qui a fait la promenade pour aller voir les chefs d'État, pour leur dire, il se passe quelque chose chez moi, je voudrais que vous m'aidiez. C'est qui? J'ai appris que c'est le chef de l'État, Togolais. C'est lui qui veut le dialogue. Et j'ai pu écouter le chef de l'État également il y a quelques semaines, lorsqu'il était agi
du sommet de la CEDEAO sur, je crois, c'est la Gambie ou la Guinée. La Guinée. Le chef de l'État dit ceci, je cite, « Par le dialogue et la négociation entre les personnes, les groupes et les États, nous tiendrons éloignés la violence et le radicalisme. » Plus loin, il dit « Notre ambition est de réussir le pari de la paix au sein de la CEDEAO car le développement est assuré. » Fin de citation. Lorsque j'ai lu la première phrase et après au dialogue, à la négociation, et que je me rends compte aujourd'hui que les travaux du dialogue au Togo sont bloqués. Et quand je me rends compte qu'il est le premier responsable du parti qui gouverne, je dis que valent les mots sans les actes. Parce que c'est moi qui suis le promoteur du dialogue. C'est moi qui suis allé voir mes pairs. C'est moi qui suis le premier responsable du parti qui gouverne. Qu'est-ce que je fais maintenant pour que le dialogue marche? Il faut Nassimbe n'a pas sifflé la fin du dialogue. Le langage, ce n'est pas aussi parler. J'ai appris en philo. On sait aussi que les gestes. On sait aussi que quelquefois le silence aussi est langage. Et là, nous sommes sur un plan purement politique. Et quand on nous dit aujourd'hui que les élections vont résoudre le problème togolais, je reviens à la charge. Qu'est-ce qui est à l'origine des crises que le Togo connaît? Est-ce que nous sommes véritablement en crise? Et qu'est-ce qu'on fait pour que cette crise soit résolue? Veut-on la faire perdurer? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. Mais plus encore, dans le cas togolais, j'ai chaud au cœur quand je me rends compte que le même gouvernement, incarné par le chef de l'État, à travers les ministres, nous disent il y a une sécurité dans certaines localités. On ne permet pas à certaines formations de faire même des réunions. À Kara, la dernière fois, le professeur Oulou, qui rassemblait des étudiants, a été empêché. On a assiégé des villes dans lesquelles on dit les armes circulent. Ça, c'est les termes des ministres togolais. Au nom de la sécurité. Et c'est dans ce cas-là que vous dites qu'on aille aux élections. Ces situations citées par les mêmes gouvernants, il y a crise. Les villes sont assiégées, les armes pilulent, interdiction de manifestation. Mais soyons sérieux. C'est dans cela, non mais c'est dans cela qu'on demande au peuple d'aller encore aux urnes, alors qu'on sait. Et le schéma, tout à l'heure, je te l'ai dit, le président de la CENI, qui normalement doit faire respecter les textes, c'est-à-dire les articles du code électoral, se trouve avoir un don d'ubiquité où, au même moment où il demande à ses collègues de se rassembler pour une réunion plénière, il se met sur un plateau de la télévision pour donner des résultats. Et le comble de la débilité du ridicule, c'est que il était en train de lire et il nous dit, on le suivait, on me fait savoir qu'il y a des erreurs ici. Pourquoi vous voulez que dans ce genre de conditions? Et ce qui est encore grave, la Cour constitutionnelle du Togo, qui déjà en 2005 avait fauté et qu'il faut normalement changer, parce qu'en aucun cas, la Cour constitutionnelle, qui a pour mission de gérer la constitutionnalité de toutes les lois, ne pouvait jamais accepter le serment d'un bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel. C'était pas possible, parce que l'article 144 l'interdit.
Mais la PGA J'en va viens. donc nettoyer. Non, la PG ne peut jamais nettoyer parce que l'article 148 dit si vous êtes auteur d'un coup d'État constitutionnel, vous êtes passible. C'est là que je reviens encore sur le fait que l'armée qui doit normalement jouer son rôle régalien n'a pas joué le rôle régalien. Il ne revenait pas à l'armée de constater la vacance du pouvoir. Il l'a fait. Mais non, j'en viens. allez-y. Non, mais j'en viens. Ne me coupez pas la parole. Allez-y, Delphonse. Lorsque vous mettez tout ça ensemble et que l'ambassadeur demande qu'il y ait encore des élections dans un pays où il y a une crise, où, je répète encore, on ne permet pas aux formations politiques qui sont en jeu, qui veulent faire le challenge, à certaines formations politiques d'avoir accès à certaines localités, où on dit qu'il y a insécurité. Mais c'est dans ces conditions-là que vous demandez aux gens d'aller aux élections pour créer encore d'autres crises. Mais Parce que déjà... Ces diplomates parlent également de réforme du cadre, de réforme du cadre électoral. J'ai dit tout à l'heure, qui est l'auteur du dialogue et pourquoi? Vous demandez aux gens de dialoguer, ou bien vous demandez au père de m'aider à dialoguer avec les acteurs de mon pays. Pour quelle raison? Pour qu'on soit encore dans cette situation de crise ou bien pour que la crise soit décantée? Moi, c'est la question que je me pose. Quand tu m'auras répondu, tu trouveras. Eh bien, le Front Togo debout reste fidèle donc à sa ligne. Le Front Togo debout parle plutôt le Front citoyen Togo debout parle plutôt de transition et après transition aller donc à une élection présidentielle sans la candidature de Faure Gnassingbé. Est-ce possible? Vous savez que vous m'avez soumis à un dur exercice ce matin, n'étant pas politicien, mais je réponds comme ceci. Si je m'en tiens à la définition étymologique de la République, la res publica, qui reste la chose à nous tous, nous ne sommes pas tous des imbéciles au Togo pour qu'une seule famille régente l'État togolais pendant une cinquantaine d'années. Autrement, qu'on remplace l'article 1er de la Constitution togolaise qui dit que le Togo est une république en une monarchie. Et le tour est joué. Eh bien, Junior, la candidature de Faure Gnassingbé, ma dernière question à vous. Cette candidature, pensez-vous que c'est le grand problème aujourd'hui au Togo, dans la crise actuelle que nous vivons? Déjà, il faut rappeler les conditions dans lesquelles le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, qui sont tout à fait illégitimes, hélas. Aujourd'hui, on parle de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Légalement, il peut aller aux élections encore en 2020, mais la question est légitime. Est-ce qu'une candidature en 2020 est légitime pour ce président Faure Gnassingbé? Moi, je dis non. Parce qu'il faut avoir la vertu à un certain moment de pouvoir céder la place. C'est tout le problème de nos chefs d'État africains. C'est une question de vertu. C'est plus que avoir le pouvoir à diriger un pays, diriger un conseil des ministres, c'est une question de vertu. Parce que là, on rentre dans la personnalité même de la personne. Et tout porte à croire que le président, malheureusement, il n'est pas de bonne foi. Parce que c'est dans les gestes, qu'on vient de le dire le confrère, c'est pas seulement dans la parole, c'est dans les gestes qu'il faut voir la volonté politique. Et depuis là, l'immobilisme, les dialogues qui n'aboutissent pas montrent que ce pouvoir en place n'a aucun intérêt à laisser le pouvoir. C'est dommage pour le peuple parce que on est sur une braise ardente et on risque de finir dans le feu. Eh bien, en tout cas, pour certains, il faut donc consulter le peuple pour décider du départ de Faure Gnassingbé. Et cela reste toujours un grand débat sur la scène politique togolaise. Merci à vous, Ildefonse Apaki. Merci à toi. Merci également à vous, Junior Atiglo Benou. Vous êtes activiste panafricaniste. Merci d'avoir accepté donc débattre de ces sujets ici au studio Charlène. C'est plutôt moi qui vous remercie. Eh bien, merci également à vous tous qui nous avez suivis sur la 97.1. Merci à Rapide Web pour l'assistance technique au micro et Lingoka Dokano. C'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube.
Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.